Alors passons à la question de goalkeeper. Bonsoir Monsieur Asselineau. Actuellement, je vois passer beaucoup de tracts syndicaux au sein de mon entreprise. Pouvez-vous rappeler le rôle de la CES et expliquer ce qu'est le Cap Europe 2020? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que la CES? Ça s'appelle c'est le sigle de la Confédération européenne des syndicats. Il y a eu la volonté, au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, de syndiquer les syndicats, si j'ose dire, de les fédérer à l'intérieur d'une structure pan-européenne, transnationale, qui s'appelle la Confédération européenne des syndicats. Un certain nombre de syndicats ont été réticents à le faire à l'origine. Disons que les syndicats dits réformistes, en particulier en France la CFDT ou Force ouvrière, ont rallié assez facilement cette structure de CES, tandis que les syndicats dits révolutionnaires, et tout spécialement en France la CGT, dont les liens avec le ouvrière s'est créé par scission de la CGT en 1947, justement parce que c'est un syndicat qui avait été d'ailleurs financé, on va dire que je suis complotiste, mais allez vous renseigner sur les bonnes pages. Vous voyez la naissance de Force ouvrière, c'est bien les Américains qui ont favorisé la création de Force ouvrière. La CFDT était également un syndicat qui n'était pas révolutionnaire, alors que la CGT était sous l'emprise soviétique. La Confédération européenne des syndicats a vocation, en fait, à faire rentrer l'ensemble des syndicats des différents pays d'Europe sous la coupe de l'idéologie européiste. Et la nouveauté qui était au cours des 15 dernières années, je ne me rappelle plus à quel moment exactement, la CGT a rallié la CES, mais lorsque la CGT a rallié à son tour la CES, ça a correspondu au fait que la CGT, en fait, n'a plus de lien particulier avec le Parti communiste français, des liens, disons, plus distants, et que surtout le Parti communiste français n'a plus aucun lien avec l'Union soviétique qui est défunte. Voilà. Ça veut donc dire que la CGT, qui est restée sur une image dans la classe ouvrière, en fait, est devenue ce qu'elle dénonçait auparavant, c'est-à-dire un syndicat de collaboration, de coopération de classe, un syndicat jaune, on pourrait dire des choses dans tous les sens. Tous ces syndicats, il y en a quelques-uns, des syndicats français, qui ne sont pas à la CES. Ceux qui sont à la CES, c'est la CGT, la CFDT, Force ouvrière, la CFTC et, je crois, l'UNSA. Mais en revanche, Sud, je dis de mémoire, j'espère que je ne fais pas de bêtises, mais en revanche, le syndicat Sud ne fait pas partie de la CES. Pourquoi c'est très grave cette affaire? Parce que si vous allez regarder la CES, la Confédération européenne des syndicats, vous découvrez que c'est un organisme qui est financé par la Commission européenne. Cette structure confédérale, si je veux dire, ou transnationale. Et que la CES finance en partie, pour une petite partie, les syndicats nationaux. Donc, par exemple, la CGT reçoit de l'argent de la CES qui vient lui-même de la Commission européenne. Commencez à comprendre un petit peu le problème. C'est-à-dire que ces syndicats, en fait, sont devenus des syndicats qui coopèrent dans le cadre de l'idéologie de construction européenne. En fait, c'est une singulière, un singulier bégaiement de l'histoire. Parce que, rappelez-vous ce qui s'était passé en Russie après la révolution bolchevique et dans l'Union soviétique. L'Union soviétique était un pays, un régime de ce qu'on appelle totalitaire. Totalitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les institutions d'un pays, tous les contre-pouvoirs, les contre-pouvoirs juridiques, juridictionnels, les administrations, les académies, la presse, mais aussi les contre-pouvoirs sociaux et en particulier les syndicats, doivent tous, ils existent, mais ils doivent tous communier dans le cadre d'une même idéologie. En Union soviétique, vous aviez des syndicats. Il était d'ailleurs recommandé, enfin presque tous les soviétiques appartenaient à un syndicat. Mais peu appartenaient au Parti communiste. Ça faut bien comprendre. Du temps de l'URSS, il y avait à peu près seulement, c'était quand même beaucoup, mais 10 à 15% de la population soviétique qui était membre du Parti communiste de l'Union soviétique. C'était, si j'ose dire, l'aristocratie de l'URSS. 10 à 15% de la population. En revanche, il y avait 90 ou 95% de la population qui appartenait aux syndicats. Mais les syndicats étaient un rouage de la machine,
pour parler comme un ancien dissident soviétique qui s'appelait Michel Heller, qui avait écrit un livre qui s'appelait La machine et les rouages. Il y avait donc ces rouages, de la même façon que les journaux. Il y avait différents titres de journaux, mais il y en avait qui étaient plutôt sur la culture, d'autres sur le monde du travail, d'autres tournés vers les relations internationales, etc. D'autres, la Pravda était considérée un peu comme le porte-parole officieux du Kremlin, etc. Mais tous obéissaient à la même idéologie. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver en France. Ce qui est en train d'arriver en France, c'est que on est en train de devenir, mine de rien, une société totalitaire de la construction européenne. Tous les médias acquiescent au principe de la construction européenne. Comme en URSS, ils peuvent critiquer tel ou tel aspect. Il ne faut pas croire qu'en URSS, tous les journaux disaient que c'était très bien toute la journée. C'est pas vrai. Il y avait des critiques, il y avait des reportages critiques. Vous aviez un journal qui s'appelait Crocodile, qui était un peu l'équivalent du Canard enchaîné. Donc il y avait une espèce d'espace pour permettre aux gens de critiquer un petit peu. Mais tous les syndicats respectaient la construction du socialisme, tous les médias, toutes les télés, toutes les radios, toutes les entreprises, etc., etc. Ben c'est ce qu'on veut faire en fait en France. Le fait que je sois évincé de BFM TV ce soir participe à même idée. Je le faisais remarquer ce matin, j'étais interrogé par France Info, je crois. Je ne sais pas s'ils l'ont encore publié ou ils vont publier demain peut-être. J'ai subi plusieurs interrogatoires, mais c'était des vrais interrogatoires. Et j'ai dit à un moment, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, je crois, dans un autre entretien, je crois que c'était aux Grandes Gueules, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que les sondages montrent qu'en France, il y aurait, paraît-il, selon les sondages, entre 27 et 40% des Français qui seraient pour le Frexit. Si on avait une presse reflétant l'opinion publique française, ça voudrait dire que, mettons 33%, ça voudrait dire que lorsque je vois 3 journalistes, il y en aurait un des 3 qui serait d'accord avec moi et qui me poserait des questions sympathiques, qui serait gentil, si j'ose dire, dans ses interrogations, qui mettrait des questions de complaisance. En réalité, à chaque fois que je suis interrogé par n'importe quelle radio, télévision ou journal, j'ai toujours l'impression d'être un accusé, d'être une espèce de dingue tout seul dans mon coin qui mériterait pratiquement d'aller à l'asile psychiatrique, tellement ce que je dirais serait contraire au bon sens partagé unanimement. Il y a quand même un problème. Il y a un problème, c'est que de la même façon que les représentants à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas un seul député qui soit pour le Frexit. C'est quand même incroyable alors qu'on donne le Frexit entre 27 et 40%. Même Macron, je le rappelle, en janvier 2018, interrogé par la BBC, avait dit que s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, probablement les Français voteraient en faveur. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul député, un seul sénateur qui défende cette idée publiquement ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul journaliste connu qui le défende publiquement ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un journaliste de télé, de radio, de la presse écrite Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul responsable syndical qui le réclame publiquement ? Voilà la question que devraient se poser les Français. Ça prouve que notre démocratie est vraiment bien malade et que ça prouve une nouvelle fois l'extrême importance qu'il y a à ce que le 26 mai, vous vous mobilisiez tous pour faire en sorte que la France, elle envoie pour la première fois de son histoire 3, 4 députés de l'UPR pour défendre l'idée de la sortie de l'Union européenne. C'est pas ça qui nous fera sortir de l'Union européenne, hein. Je le signale tout de suite. Il y a 751 députés. Et c'est pas les 3 ou 4 députés français de l'UPR qui feront qu'on sortira de l'Union européenne. D'ailleurs, ça ne dépend pas des députés. Mais au moins, ça montrera que la société française n'a pas été entièrement verrouillée et muselée comme on le ferait d'un domestique fautif.